Une enveloppe blanche repose sur une table en verre. Les mains tremblent légèrement en la soulevant. Le cœur battant résonne comme un tambour de guerre ancestral. À l'intérieur de cette enveloppe, un secret qui détruirait 2 familles entières. Mais comment tout a-t-il commencé? Comment un moment de désespoir se transformerait-il en une intrigue qui exposerait la vérité la plus brutale sur ceux à qui nous devrions confier nos vies? Retour en arrière. L'histoire commence dans une clinique moderne de Lyon, où les murs blancs reflétèrent le vide que Véronique ressentait à l'intérieur. Elle avait 33 ans. De soyeux cheveux noirs tombaient sur ses épaules. Ses yeux qui brillaient toujours d'espoir, étaient maintenant rougis, gonflés de larmes qui ne pouvaient plus être contenues. Le médecin, avec son expression attentive et professionnelle, prononçait les mots qui détruiraient son monde de manière irréversible. Infertilité secondaire. Les ovules sont endommagés. La probabilité d'une grossesse naturelle est pratiquement nulle. Pratiquement nulle. Ces mots résonnaient dans son esprit comme une sentence de mort. Non pas une mort du corps, mais quelque chose de pire, la mort du but. Dans la culture de son peuple, une femme sans enfant était comme un arbre sans fruits. Elle était considérée comme incomplète, brisée. Véronique connaissait ce poids depuis l'enfance. Entendant les histoires chuchotées par les tantes, les blagues voilées lors des réunions de famille, le regard de pitié que les femmes plus âgées jetaient à celles qui ne pouvaient pas donner la vie. Et maintenant, c'était elle. Maintenant, c'était sa propre histoire de honte. Elle quitta ce cabinet comme une femme transformée. Pas pour le mieux, ses pas étaient plus lents, comme si une chaîne invisible la tirait vers le bas. Son mari, Tunde, l'attendait dans la voiture garée à l'extérieur. Il vit son visage avant même qu'elle ne dise quoi que ce soit. Ses yeux se fermèrent un instant, juste un instant, mais à cet instant, Véronique vit l'avenir qu'ils craignaient tous deux se dérouler devant eux. Cette nuit-là, elle s'allongea dans son lit et ne dormit pas. Elle regardait simplement le plafond, imaginant les enfants qu'elle n'aurait jamais. Les garçons avec qui elle ne jouerait pas. Les filles dont elle ne coifferait pas les cheveux le matin de leur mariage. La maison qui resterait silencieuse, vide, condamnée. Mais alors, 3 semaines plus tard, le téléphone sonna. C'était la voix de Caroline, sa sœur cadette. Ce n'était pas un appel ordinaire. Il y avait une urgence dans ce ton, une sorte d'énergie que Véronique n'avait jamais ressentie auparavant. Caroline avait déménagé à l'étranger 2 ans plus tôt, construisant une vie à Genève, loin de la pression culturelle de la maison. Mais à ce moment-là, quelque chose avait changé en elle. « Véronique, je dois te parler, maintenant, en personne. » Caroline revint à Lyon la semaine suivante. Quand elle entra dans la maison de Véronique, les étreintes furent chaleureuses, mais rapides. Caroline avait quelque chose en tête, quelque chose d'important. Elle s'assit à côté de sa sœur sur le canapé en cuir que leurs parents leur avaient offert comme cadeau de mariage. Et alors les mots commencèrent à sortir. « Écoute, je sais que tu souffres. Maman m'a parlé du diagnostic, et j'ai une solution. » Véronique se tourna pour la regarder dans les yeux. « Solution ?» Ce mot semblait impossible. Impossible et en même temps. Tentant. « Je suis enceinte, » dit Caroline. Ses mains touchaient légèrement son ventre. 2 jumeaux, un garçon et une fille. Et j'ai un plan. Un plan qui va tout changer pour toi. Le cœur de Véronique s'accéléra. Ses mains saisirent précipitamment celles de sa sœur. Quoi? Quel plan, Caroline? Dis-moi! Caroline prit une profonde inspiration. Ses yeux montraient déjà une détermination que Véronique reconnaissait. C'était la même expression que Caroline utilisait enfant quand elle prétendait être la sauveuse de situations impossibles. Mais cette fois, elle ne faisait pas semblant. Quand les jumeaux naîtront, toi et Tunde les aurez, officiellement. Ce sera un arrangement familial, oui. Vous vivrez tous les 3 ensemble. Tu seras leur mère, moi. Je continuerai ma vie. C'est juste un transfert de responsabilité. La loi le permet. Les familles le font tout le temps. Véronique sentit le sol disparaître sous ses pieds. C'était comme si quelqu'un lui offrait de l'eau dans le désert après des jours de soif mortelle. C'était un miracle. C'était de l'espoir. C'était tout ce qu'elle avait perdu dans ce froid cabinet médical. Tu ferais ça, vraiment? Tu me donnerais tes enfants? Caroline sourit, mais il y avait quelque chose d'étrange dans ce sourire. Quelque chose qui n'atteignait pas complètement ses yeux. Il y avait une détermination là qui dépassait la simple générosité de sœur. Il y avait de l'urgence. Il y avait un besoin. Oui, je le ferai. Et je dois te faire comprendre une chose importante. Il ne peut y avoir de questions après. Ce seront tes enfants, entièrement les tiens. Il n'y a pas de retour en arrière. Il n'y a pas de temporaire. Une fois que cela arrivera, ils sont à 100% les tiens. À ce moment-là, Véronique ne pensait pas au pourquoi. Elle ne posait pas les questions qu'elle aurait dû poser. Son esprit ne tournait qu'autour d'une chose, des enfants. Enfin des enfants. Les mois suivants passèrent dans un flou d'espoir restauré. Véronique acheta de petits vêtements. Elle prépara 2 berceaux avec des matelas moelleux et des mobiles qui dansaient au moindre souffle d'air. Elle parlait à son ventre, le ventre de sa sœur,
comme si c'était le sien. Caroline rentrait de temps en temps, et à ces occasions, la sœur allait aux rendez-vous médicaux. Tout semblait normal, tout semblait juste. Mais il y avait des moments où Véronique surprenait Caroline la regardant étrangement, comme si elle calculait quelque chose. Comme si un jeu était en cours et que Véronique était la dernière à en découvrir les règles. Alors le grand jour arriva. Véronique est à l'hôpital. Les contractions de Caroline commencent au milieu de la nuit. Mère et sœur courent à travers les couloirs de la maternité, et dans les heures qui suivent, 2 petits êtres pleurent pour la première fois dans ce monde. Un garçon, une fille, parfait, entier, vivant. Véronique prend son fils, parce qu'il était le sien maintenant, n'est-ce pas? Et sent son cœur sortir de sa poitrine. Cet amour. Cet amour est si intense, si primitif, si dévastateur qu'elle ne peut pas respirer correctement. Les larmes couvrent son visage tandis qu'elle l'enveloppe dans ce tissu rose et blanc qu'elle avait choisi des mois auparavant. « Bienvenue », murmure-t-elle. « Bienvenue à la maison, mon amour. Tu es à moi maintenant. Tu seras toujours à moi. » Mais alors, 48 heures plus tard seulement, quand Véronique était enfin à la maison, les jumeaux endormis dans leur berceau, quand l'allaitement combiné de Caroline semblait s'établir, quand tout semblait se transformer en ce miracle qu'elle avait attendu, Caroline apparut. Ce n'était pas la sœur affectueuse. C'était une autre personne. Quelqu'un avec une détermination d'acier dans les yeux. Quelqu'un qui n'avait fait qu'attendre le bon moment. « Véronique, j'ai besoin que toi et Tund fassiez les bagages des enfants. Maintenant, ce soir. »« Quoi? Caroline, qu'est-ce qui se passe? Tu vas bien? »« Oui, je vais bien. Mais ces bébés, mes bébés, partent avec moi pour Lyon demain. Nous retournons tous à Genève. Chez moi, dans ma vie. » Le monde de Véronique s'effondra. Pas graduellement, complètement, totalement. Comme un bâtiment dynamité qui s'écroule sur lui-même. « Tu ne peux pas faire ça, » dit Véronique, la voix brisée. « Tu as promis. Tu as dit qu'il serait à nous. Tu as dit qu'il n'y avait pas de retour en arrière? »« J'ai menti, » répondit Caroline simplement. « J'avais besoin que tu y crois. Parce que sinon, tu aurais posé des questions. Et si tu avais posé des questions, tu aurais découvert la vérité avant que tout cela n'arrive. » Quelle vérité? Quelle est de la vérité, Caroline? Pourquoi fais-tu ça? Mais Caroline ne répondit pas. Elle se contenta de mettre des vêtements dans les valises. Elle se contenta de prendre ses enfants, parce qu'ils étaient les siens, maintenant, n'est-ce pas? Et de les installer dans les sièges auto qu'elle avait apportés avec elle. Véronique la vit partir. Vit la voiture disparaître dans les rues de Lyon. Vit la vie qu'elle avait imaginée pendant des mois s'évanouir simplement. Et à ce moment-là, une seule question brûlait dans son esprit. Pourquoi? Pourquoi Caroline avait-elle fait tout cela? Quel était le secret qu'elle avait gardé? Qu'est-ce qui l'aurait motivée à tromper sa propre sœur de manière si cruelle? La réponse attendait. Mais elle devrait attendre le test ADN qui révélerait la vérité la plus dévastatrice de toutes. Une vérité qui non seulement détruirait Véronique et Tund, mais ébranlerait les fondations de toute la famille. Mais cette révélation était encore à venir. Pour l'instant, tout ce que Véronique avait, c'était la douleur. Tout ce qu'elle avait, c'était la question. Et le besoin désespéré de trouver cette enveloppe blanche. D'ouvrir ce secret. De finalement comprendre ce qui s'était passé. Segment 2. L'approfondissement de la séparation. La réunion de famille continuait, mais Véronique se sentait comme un fantôme dans cette pièce pleine de monde. Assise dans un coin, elle observait les jumeaux jouer sur le tapis. Ils n'avaient même pas encore 2 ans, c'étaient encore des bébés qui connaissaient leur mère au toucher, à l'odeur, à la voix. Et ce jour-là, comme toujours, ils la regardèrent. Les petits yeux de Zainab s'illuminèrent. Jamal commençait déjà à ramper vers elle. Mais Caroline, qui surveillait chaque mouvement, marcha rapidement entre eux. D'un geste ferme, elle se plaça devant les jumeaux, bloquant le passage. « Non, mes enfants, » dit Caroline, sa voix trop douce pour être vraie. « Tante Véronique est trop occupée pour être près de vous maintenant. » Véronique sentit son cœur se serrer. « Tante, tante !» Caroline se tourna vers leur mère, vers les oncles, vers les cousins et cousines qui remplissèrent la maison. Son sourire était parfait. Sa posture était celle d'une mère dévouée. « Véronique a tout accepté, » dit-elle. Sa voix assez basse pour que seuls quelques-uns l'entendent, mais stratégiquement placée pour que la plupart captent les mots en l'air. Elle ne pouvait tout simplement pas gérer la maternité. Les jumeaux méritent quelqu'un d'assez fort. Il y eut un silence. Le genre de silence pire que toute critique. Ce silence qui transforme une pièce pleine de monde en une foule jugeante. Véronique baissa la tête. Elle ne pouvait pas pleurer. Elle ne pouvait pas se défendre. Parce que toute protestation semblerait exactement ce que Caroline avait décrit, de la faiblesse. Les jumeaux pleuraient, tendant les bras vers leur mère tandis que Caroline les emmenait dans une autre pièce. Dans les semaines qui suivirent, la vie de Véronique commença à s'effondrer. Ce ne fut pas dramatique, ce ne fut pas explicite. Ce fut pire que ça. Ce fut graduel. Ce fut public. Ce fut inéluctable. Elle perdit son emploi 2 jours après la rencontre chez sa mère.
Son directeur, Pierre, un homme qui avait respecté son travail pendant 3 ans, cessa soudainement de l'impliquer dans les projets. Cessa de lui parler pendant les réunions. Cessa de la saluer le matin. Une semaine plus tard, il la convoqua dans son bureau. « Nous avons dû réduire les effectifs, dit-il, évitant son regard. Vos services ne sont plus nécessaires. » Véronique connaissait la vérité. La femme de Pierre était amie avec la belle famille de Caroline. La nouvelle avait voyagé. Le récit s'était répandu comme un feu incontrôlable. Véronique a abandonné ses enfants. Véronique n'était pas une bonne mère. Véronique était trop égoïste pour être mère. Au marché, les femmes qui l'embrassaient autrefois la montrèrent du doigt. Elles chuchotaient. Leurs jeunes enfants demandaient « Maman, pourquoi cette femme ne veut-elle pas de ses bébés ?» À la paroisse, les femmes qui l'invitaient à prendre le café traversaient maintenant la rue pour l'éviter. Sa voisine, Diane, qui lui empruntait du sucre ou des provisions, la regardait maintenant avec mépris. « Tu n'es un exemple pour personne », dit Diane un jour en étendant du linge. « Les enfants te voient. Ils voient une mère qui a abandonné. » Véronique ne répondit pas. Elle avait appris qu'aucune réponse ne pouvait changer les esprits déjà scellés. Son argent commença à s'épuiser. Sans emploi, sans soutien familial, isolée. Elle chercha du travail, mais son nom était devenu toxique. C'est une chose d'être célibataire et sans enfant. C'en est une autre d'être veuve. Mais être la femme qui a abandonné ses enfants jumeaux, c'était incompréhensible. C'était une tâche morale que personne ne voulait près de soi. Véronique réduisit ses dépenses. Elle déménagea dans une petite chambre dans la banlieue de Lyon. Elle faisait du nettoyage à domicile et des gardes d'enfants pour survivre. Elle prenait tous les petits boulots disponibles. Mais à l'intérieur, elle mourait chaque jour en sachant que ses enfants n'étaient qu'à quelques kilomètres et qu'elle ne pouvait pas les toucher. 3 mois plus tard, Véronique ne pouvait plus supporter. Il y avait un vide en elle qui grandissait chaque nuit. Les cauchemars étaient pires que les jours vides. Elle rêvait que les jumeaux l'appelaient, leur voix de plus en plus lointaine. Elle ne pouvait plus attendre. Elle devait voir ses enfants. Elle devait les serrer dans ses bras. Elle marcha jusqu'à la maison de Caroline un jeudi après-midi. Son cœur battait la chamade tandis qu'elle montait les marches du porche. Ses doigts tremblaient en appuyant sur la sonnette. Caroline ouvrit la porte. Son visage changea instantanément. Non pas de surprise, mais de fureur. « Que fais-tu ici ?» demanda Caroline, sa voix comme une lame. « Je veux voir les jumeaux, » dit Véronique, sa voix brisée. « Je veux juste quelques minutes. Ce sont mes enfants, Caroline. Je n'ai pas renoncé à eux. Je n'ai jamais... » « Tu n'as jamais quoi ?» Caroline ouvrit davantage la porte, son corps bloquant l'entrée. « Tu ne les as jamais aimés? Tu ne les as jamais voulus? Tout le monde dans la communauté connaît la vérité sur toi, Véronique. Tout le monde sait que tu étais incapable. Ce n'est pas vrai. Tu sais que ce n'est pas vrai. Tu m'as forcé. Je ne t'ai forcé à rien. » Caroline criait maintenant, sa voix résonnant dans la rue. « Tu t'es réveillée un jour et tu as décidé que tu ne voulais pas être mère. Et maintenant, que veux-tu? Tu veux revenir et détruire la vie que j'ai construite avec mes enfants? Mes enfants. » Ces 2 mots coupèrent le souffle à Véronique. « Ils m'appellent maman, » continua Caroline, son visage transfiguré par la colère. « Ils dorment avec moi, se réveillent avec moi, me cherchent quand ils ont peur. Tu penses pouvoir revenir maintenant et réclamer ce que tu as abandonné? »« Caroline, s'il te plaît. »« Tu es une égoïste, » dit Caroline, sa voix s'abaissant, devenant encore plus venimeuse. « Une mère faible, une femme faible. Et toute cette communauté le sait. Personne ne te soutiendra. Personne. Tu peux disparaître, personne ne te manquera. » La porte se referma. Elle ne fut pas claquée. Elle fut refermée lentement, délibérément, tandis que Caroline regardait Véronique dans les yeux. Un geste bien plus cruel que n'importe quelle gifle. Véronique tomba les marches. Elle s'assit sur le sol de la rue, tout son corps tremblant. 2 jours plus tard, alors que Véronique coiffait une cliente, un enfant lui tendit un billet. C'était une petite note manuscrite, pliée à la hâte. « Véronique, j'ai besoin de te parler. À propos des jumeaux. Retrouve-moi au café près de la gare routière. Demain soir. Viens seul. Mathieu, le mari de Caroline. L'homme qui avait signé les papiers légaux. L'homme qui, techniquement, avait autant de responsabilités pour les jumeaux que Caroline elle-même. » Véronique n'avait pas dormi quand l'aube suivante arriva. Cette nuit-là, elle s'assit au café, attendant. L'endroit était discret, peu fréquenté. Parfait pour une conversation que personne ne devait entendre. Mathieu arriva 15 minutes plus tard. Il ne ressemblait pas à l'homme qu'elle avait connu. Il semblait abattu. Ses yeux étaient rouges de fatigue. Il s'assit à côté d'elle, mais ne la regarda pas dans les yeux. « Tu dois savoir quelque chose, » dit Mathieu, sa voix si basse que Véronique l'entendit à peine. Elle attendit. « Caroline » commença-t-il, puis s'arrêta. Il regarda autour de lui, s'assurant que personne n'écoutait. « Caroline a toujours voulu des enfants, depuis que je la connais. Ça a toujours été son rêve, son désir dévorant. Véronique le savait. Tout le monde le savait. Quand elle a découvert qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfants,
continua Mathieu, quand les médecins ont dit que sa fertilité était compromise, que c'était presque impossible. Elle est tombée dans le désespoir. Il la regarda enfin. Elle t'a cherché délibérément, Véronique. Elle savait que tu étais enceinte. Elle savait que tu étais jeune, vulnérable. Et elle t'a manipulé. Depuis le début, tout était planifié. Les mots tombèrent comme des pierres dans un puits profond. Tu veux dire qu'elle? Véronique ne put terminer la phrase. Elle a menti à toute la famille, dit Mathieu. Elle a fait semblant d'être enceinte. Elle a tout planifié méticuleusement. Les faux examens, les registres. Tout était pour prendre tes enfants et faire croire à la communauté qu'ils étaient les siens. Véronique sentit la pièce tourner. Mais il y a plus, dit Mathieu, et quelque chose dans sa voix changea. Il y avait de la peur maintenant. Une peur authentique. Il y a quelque chose que tu dois savoir sur les jumeaux. Quelque chose que Caroline garde secret. Quelque chose qui... Il s'arrêta brusquement. Ses yeux s'écarquillèrent. Il se leva, tout son corps tendu. « Je n'en peux plus, murmura-t-il. J'en ai déjà trop dit. Si elle découvre que c'était moi, si elle sait que je te l'ai dit. Oh Mathieu, attends, tu dois me dire. Qu'est-ce qui se passe avec les jumelles? Que cache Caroline? » Mais Mathieu s'éloignait déjà, marchant rapidement vers la porte du café. « Tu dois récupérer les jumelles, dit-il, jetant un dernier regard en arrière. À tout prix, trouve la vérité, fais le test. Après tu sauras tout. » Et il disparut dans la nuit. Véronique resta seule, avec plus de questions que de réponses. Mais pour la première fois depuis des mois, elle ressentit quelque chose de différent du désespoir. Elle ressentit de l'espoir. Et elle ressentit aussi de la peur. Parce que Mathieu avait peur. Et sa peur était contagieuse. Il y avait un secret plus grand gardé au sein de cette famille. Un secret que les gens craignaient de révéler. Un secret qui pourrait tous les détruire. Et les jumelles étaient au cœur de ce mystère. Le lendemain matin, Véronique se réveilla avec une détermination qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Les mots de Mathieu résonnèrent dans son esprit, mais elle ne pouvait pas simplement y croire sans preuve. La clinique de fertilité où Caroline aurait suivi un traitement pendant toutes ces années était la clinique Gauthier, la plus renommée de Lyon. S'il y avait une once de vérité dans cette histoire, les réponses s'y trouveraient. Elle se rendit au cabinet dans le quartier de Presqu'île, le cœur battant. Quand elle entra, l'air conditionné glacial contrastait avec la chaleur qu'elle ressentait à l'intérieur. La réceptionniste leva les yeux quand Véronique s'approcha. « Bonjour, je m'appelle Véronique Moreau. Ma sœur Caroline Moreau a été patiente ici pendant plusieurs années. J'ai besoin d'informations sur ses dossiers de traitement. » La réceptionniste cligna des yeux. « Désolé, mais c'est confidentiel. Il faudrait que vous reveniez avec votre sœur. » Véronique prit une profonde inspiration. Elle savait que ce ne serait pas facile. Alors elle offrit un petit mensonge, mais nécessaire. Elle est très malade à l'hôpital. Les médecins ont besoin de connaître tout l'historique des traitements de fertilité avant de procéder à la chirurgie. C'est une question de santé. La réceptionniste hésita. Véronique voyait le conflit dans les yeux de la femme, compassion contre protocole. Après quelques minutes, elle se leva. « Laissez-moi consulter le gérant. » 20 minutes plus tard, Véronique était assise dans le bureau du docteur Gauthier, le fondateur même de la clinique. C'était un homme âgé, aimable, avec des lunettes rondes et des manières professionnelles. Il feuilletait un dossier pendant que Véronique attendait, son cœur s'emballant. Le docteur Gauthier regarda par-dessus ses lunettes. « Votre sœur, Caroline Moreau, a été diagnostiquée avec une infertilité primaire incurable il y a près de 5 ans. La cause était un blocage bilatéral des trompes, entraînant une stérilité permanente. Il n'y a aucun dossier de traitement réussi ici. En fait, il n'y a aucun dossier de tentative de traitement après le diagnostic initial. » Le monde de Véronique s'arrêta un instant. 5 ans. Mathieu disait la vérité. Caroline avait menti sur tout. « Vous êtes sûr ?» demanda Véronique, sa voix tremblante. « Absolument certain. J'ai ces dossiers depuis 2019. Caroline a été informée qu'une grossesse naturelle serait impossible. Elle a accepté la nouvelle et n'est pas revenue après cette consultation. » Véronique quitta la clinique en transe. Les rues de Lyon défilaient devant elle dans un flou. Mathieu avait raison. Mais si Caroline ne pouvait pas avoir d'enfant, comment avait-elle eu les jumelles? Et pourquoi montrait-elle une telle mascarade? Quand elle rentra chez elle, Véronique appela son oncle aîné, l'oncle Bernard, qui était une figure d'autorité dans la famille. Elle le trouva dans son atelier de menuiserie, travaillant sur une pièce de bois complexe. « Oncle, je dois vous parler de quelque chose de très important. C'est à propos de Caroline et des jumelles. J'ai découvert que... » L'oncle Bernard leva la main avant qu'elle ne puisse finir. Son visage se durcit. « Véronique, je ne veux pas entendre ça. Ce que tu fais est dangereux. Tu veux détruire cette famille ? Mais oncle, Caroline a menti à propos des enfants. Elle ne peut pas avoir d'enfants biologiques. J'ai des preuves. Je me fiche des preuves. » Sa voix résonna dans l'atelier. Ces jumelles sont les filles de Caroline. Elles vivent une vie heureuse. Si tu soulèves ces questions, qu'est-ce que tu y gagnes?
Tu ne gagnes que des larmes et de la honte. Laisse-les tranquilles. Il lui tourna le dos, retournant à son travail. Véronique sentit la colère et l'impuissance brûler dans sa poitrine. Le silence était-il plus important que la vérité? La paix était-elle plus précieuse que l'honnêteté? Elle repartit avec plus de questions que de réponses. Mais il y avait une personne dans la famille qui l'avait toujours écoutée, sa grand-tante, Tante Zola. Une femme de 83 ans qui avait vécu assez longtemps pour voir à travers les façades et les mensonges. Véronique la trouva dans la cour de la maison familiale, s'occupant de ses fleurs. Tante Zola avait les mains ridées et tachées de terre, mais ses yeux brillaient encore de sagesse. « Chère Véronique, tu as l'air préoccupée, » dit Tante Zola l'observant. « Tante, puis-je vous parler en privé? C'est à propos de Caroline. » Tante Zola posa sa pelle et emmena Véronique sur un banc au fond de la cour, loin des oreilles indiscrètes. « Que sais-tu » demanda simplement Tante Zola. Véronique raconta tout. La rencontre avec Mathieu. La clinique. Le diagnostic d'infertilité. Le docteur Adekunle confirmant que Caroline était stérile. Tante Zola écouta en silence, ses yeux ne quittant jamais le visage de Véronique. Quand Véronique eut fini, Tante Zola soupira profondément. « Tu es intelligente, enfant, très intelligente. Et tu as choisi le bon moment pour poser des questions. » « Vous saviez déjà » demanda Véronique. « Je me doutais. Je me doute de beaucoup de choses. » Tante Zola prit la main de Véronique. « Ta famille est prise dans une malédiction, ma fille. Une malédiction qui a commencé il y a des générations avec ton grand-père. Une malédiction? Ce n'est rien de surnaturel, continua Tante Zola. C'est la cupidité humaine. Quand votre grand-père a fait son testament, il a mis toute sa fortune sous une condition. Celui qui aurait le premier petit enfant obtiendrait le contrôle de tout l'héritage. Pas seulement une partie, tout. L'appartement de standing, le portefeuille d'investissement, la participation dans les immeubles locatifs, tout. Véronique sentit son cœur s'accélérer. Et Caroline? Caroline et sa mère ont réalisé qu'elles ne pouvaient pas avoir d'enfant biologiquement. Mais il y avait un moyen. Il y avait des jumelles proposées à l'adoption, filles d'une jeune mère sans ressources dans l'Est, qui ne pouvait pas s'en occuper. La documentation a été modifiée. Des papiers ont été falsifiés. Caroline est devenue la mère biologique de ses enfants. « Mon Dieu !» souffla Véronique. « Vous voulez dire que Caroline a tout planifié? Les jumelles ne sont pas ses filles du tout? Ce sont des filles à tous égards maintenant, dit Tante Zola. Mais biologiquement? Non. Caroline les a adoptées et a falsifié les certificats de naissance pour obtenir l'héritage. Sa mère l'a aidée. Son père savait, mais a rempli son devoir de mari et de père. Et nous tous. Nous avons fermé les yeux parce que la paix était plus importante que la vérité. » Véronique sentit les larmes lui brûler les yeux. Toute cette vie, toute cette honte qu'elle avait portée. Mathieu abandonné. Les jumelles innocentes clignotant au centre d'un plan pervers. Tout pour l'argent, tout pour l'héritage. « Pourquoi me dites-vous cela maintenant ?» demanda Véronique. « Parce que vous avez demandé, dit Tante Zola simplement, et parce que vous méritez de savoir. Mais, Véronique, il y a autre chose. Quelque chose que vous ne découvrirez pas avant de faire le test ADN. »« Quoi ?» demanda Véronique, son corps se raidissant. Tante Zola regarda autour d'elle, s'assurant que personne n'était proche. Les jumelles. Il y a quelque chose à propos de leur ADN qui est encore plus compliqué. Quelque chose qui changera tout à nouveau quand vous le découvrirez. Mais ce n'est pas mon histoire à raconter. Juste, faites le test. Vous devez connaître toute la vérité. « Tante, s'il vous plaît, implora Véronique. Qu'est-ce que c'est ?» Mais Tante Zola secoua simplement la tête. « Je ne peux pas. C'est trop dangereux si je le dis. Mais quand vous aurez leur ADN, vous comprendrez pourquoi votre sœur était si désespérée. Pourquoi elle a monté tout ce stratagème. Pourquoi votre mère l'a soutenue. Pourquoi votre oncle veut que vous vous taisiez. Tout prendra sens. » Véronique resta assise là, son corps tremblant. Elle avait découvert un secret choquant, mais apparemment, il y avait des secrets encore plus sombres. « Comment faire le test ADN ?» demanda-t-elle. « Il existe des cliniques privées. Vous pouvez le faire sans leur consentement, mais cela coûtera de l'argent. Peut-être 2 ou 3 000 euros. Et ce sera rapide, 3 à 5 jours pour les résultats. » Véronique prit une profonde inspiration. Son travail d'enseignante ne payait pas beaucoup, mais elle avait économisé. Et c'était trop important. « Je vais le faire, dit-elle. Peu importe le coût. J'ai besoin de connaître toute la vérité. » Tante Zola lui serra la main. « Vous êtes courageuse, Véronique. Votre mari aurait dû se battre davantage pour vous. Mais vous, au moins, vous vous battez pour vous-même maintenant. Faites le test. Et quand vous aurez les résultats, revenez me voir. N'allez pas voir votre mère. N'allez pas voir Caroline. Revenez me voir d'abord. » En rentrant chez elle ce soir-là, Véronique sentit le poids de la connaissance sur ses épaules. L'héritage, le mensonge, les papiers falsifiés. Tout était si délibéré, si planifié. Toute sa vie avait été une pièce de théâtre, et elle n'avait été qu'une actrice jouant son rôle. Mais maintenant, les choses avaient changé.
Maintenant, elle enquêtait. Maintenant, elle chercherait des réponses. Et quel que soit ce secret que tante Zola gardait à propos de l'ADN des jumelles, elle le découvrirait. Coûte que coûte. La vérité ne pouvait pas rester enterrée pour toujours. Véronique sortit son téléphone et commença à chercher des laboratoires ADN à Lyon. Il y avait une clinique privée qui faisait des tests en 24 heures, moyennant un supplément. Elle commença à calculer son salaire, ses économies, ce qu'elle pouvait emprunter. Pour la première fois depuis des années, Véronique sentit qu'elle avait le contrôle de sa propre vie. Elle ne serait plus une victime silencieuse. Elle aurait des réponses, et rien ne l'arrêterait. Segment 4. Le plan et la confrontation. Véronique savait qu'elle ne pouvait plus attendre. Chaque jour qui passait était un jour où ses enfants s'éloignaient d'elle. Le laboratoire de test ADN l'avait confirmé. Un seul échantillon, n'importe quel échantillon, suffisait à confirmer la vérité. Cheveux, salive, même un fil de vêtements suffisait. L'occasion se présenta quand elle reçut un appel. Leur mère était tombée. Ce n'était pas grave, mais suffisamment grave pour que Caroline l'appelle paniquée, demandant à Véronique d'aider avec les jumelles pendant qu'elle emmenait leur mère à l'hôpital. Véronique sentit son cœur s'emballer. C'était l'ouverture dont elle avait besoin. Elle conduisit jusqu'à la maison de Caroline, les mains tremblantes sur le volant. Chaque feu rouge était une éternité. Quand elle arriva, Caroline sortit en courant, mettant encore ses chaussures, et poussa pratiquement les enfants dans les bras de Véronique. « Lia, Tund, soyez sage avec tante Véronique », dit Caroline, sans même regarder sa sœur dans les yeux. « Maman nous a appelés. Je reviens dans quelques minutes. » Véronique ne répondit pas. Elle hocha simplement la tête, tout son corps en alerte maximale. Elle avait peut-être 30 minutes, peut-être 40 si elle avait de la chance. Les jumelles l'emmenèrent dans leur chambre, une chambre qui aurait dû être la sienne, pensa-t-elle avec amertume. Et Véronique fit semblant de s'intéresser à leurs jouets, tandis que son esprit s'emballait. Dans la salle de bain de la chambre, elle vit leur peigne, encore enroulé de cheveux dorés. Ses mains tremblaient, tandis qu'elle sortait un petit sac en plastique de son sac à main. Elle avait planifié cela depuis des semaines. Elle avait inséré quelques cheveux de chaque peigne dans des sacs séparés, bien étiquetés. Lia, Lia, Tund, Tund. Ses propres cheveux étaient déjà dans un sac à la maison. Des cheveux prélevés directement de son cuir chevelu, sans contamination. Preuve de sa maternité biologique. « Tante, tu viens ?» cria Lia depuis le salon. « J'arrive », répondit Véronique, sa voix étonnamment ferme malgré son cœur battant la chamade. Elle rangea soigneusement les sacs dans son sac à main, les scella avec du ruban adhésif et sortit de la salle de bain. Pendant les 45 minutes suivantes, Véronique s'assit avec ses enfants pendant qu'ils jouaient. Elle les observa, leurs yeux, leurs rires, la façon dont Tunde avait une petite marque sur l'oreille, exactement comme elle l'avait vue sur des photos d'elle à l'âge de 5 ans. C'était évident, tellement évident. Quand Caroline revint, elle trouva Véronique et les enfants jouant à cache-cache sur le canapé. Tout semblait normal, parfait, caché. « Merci », dit Caroline, reprenant les enfants. Il y avait une note différente dans sa voix. De la suspicion? Du soulagement? Véronique ne pouvait pas le discerner. 3 jours plus tard, Véronique entra dans le laboratoire de test ADN. La réceptionniste prit ses échantillons avec un professionnalisme clinique. Véronique entendit les mots magiques. « Vous aurez les résultats dans 21 jours ouvrables. » 21 jours. 21 jours. C'était une éternité. Jour 1-7. L'attente. Le premier jour fut pratiquement insupportable. Véronique rentra chez elle, s'assit sur son lit et simplement attendit. Comme si attendre pouvait faire passer le temps plus vite. Ça ne fonctionna pas. Elle travailla, ou du moins elle alla au travail. Son esprit était ailleurs. Ses collègues l'évitaient comme avant. L'humiliation de la communauté n'avait pas diminué. Si quoi que ce soit, elle avait empiré. Une femme l'interpella au marché. « Comment pouvez-vous marcher si librement après ce que vous avez fait à vos enfants ?» Véronique ne répondit pas. Elle avait appris que toute défense était interprétée comme une preuve de culpabilité. Les nuits étaient les pires. Elle s'allongeait sur son lit, regardant le plafond, imaginant les résultats. Que montrerait-il? Certainement qu'elle était la mère, certainement. Mais et si quelque chose tournait mal? Et s'il y avait une contamination dans les échantillons? Et si le laboratoire commettait une erreur? Elle imaginait les conversations qu'elle aurait avec des juges, avec des avocats, avec la police. Elle répétait les arguments qu'elle présenterait à Caroline. Elle pleurait silencieusement sous ses couvertures, de sorte que ses voisins ne puissent pas l'entendre. Le 4e jour, la communauté la rejeta encore plus. Une réunion de femmes avait lieu dans la maison d'à côté. Elle vit la file de femmes arriver, vit la conversation s'arrêter quand Véronique passa devant la porte. Une femme chuchota quelque chose à l'autre. Toutes deux rirent. Le rire de l'humiliation de quelqu'un. Véronique continua de marcher, le menton haut, le cœur brisé. Mais il y avait une chose qui soutenait Véronique à travers tout cela, la colère.
pas une colère aveugle, une colère froide, une colère ciblée, une colère qui la maintenait éveillée la nuit, à planifier, une colère qui lui donnait du courage. Le 7e jour, elle fit quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des semaines. Elle sortit avec une amie, l'une des rares qui était restée à ses côtés. Son nom était Sandrine, et elle connaissait Véronique depuis l'école primaire. « Tu vas mieux » demanda Sandrine tandis qu'elle marchait dans le parc. « Non » dit Véronique honnêtement, « mais bientôt je le serai. » Sandrine la regarda avec curiosité, mais n'insista pas. Elle lui tint simplement la main. Et à ce moment-là, Véronique sentit la première étincelle d'espoir. Elle n'était pas complètement seule. Jour 10. La confrontation. Une semaine plus tard, Véronique avait rassemblé plus que de l'espoir. Elle avait rassemblé des preuves. Grâce à un cousin qui travaillait dans les banques, elle avait obtenu les relevés de virements, les virements d'héritage. Le schéma était limpide. Caroline avait transféré environ 150 000 $ des fonds de l'héritage de leur père vers son propre compte en 3 mois. Les jumeaux n'avaient rien reçu. Véronique copia chaque reçu, chaque virement, chaque date. Elle construisit une chronologie. Et le 10e jour, elle se rendit chez Caroline. Cette fois, elle ne demanda pas la permission. Elle sonna à la porte. Sonna de nouveau. Une 3e fois. Caroline ouvrit la porte, et son visage changea quand elle vit qui c'était. « Véronique, » dit Caroline, sa voix coupante comme du verre brisé. « Que veux-tu » ? Stone, nous n'avons rien à nous dire. À propos des jumeaux, à propos de l'héritage, à propos de tout. À la surprise de Véronique, Caroline recula. Elle laissa la porte ouverte. Peut-être qu'une partie d'elle était fatiguée de faire semblant. Ou peut-être qu'elle sous-estimait simplement sa sœur. Quoi qu'il en soit, Véronique entra. Le salon était exactement comme Véronique s'en souvenait. Des canapés chers, une grande télévision, des photos des jumeaux sur chaque mur, des photos qui auraient dû inclure Véronique, pensa-t-elle avec une colère silencieuse. Mais elle ne l'incluait pas. « Parle !» dit Caroline croisant les bras. Véronique posa le dossier de documents sur la table basse. Elle ne dit rien. Elle laissa simplement les papiers parler d'eux-mêmes. Elle vit le visage de Caroline changer. Elle vit quand la vérité la frappa enfin, la vérité que Véronique avait tout découvert. Elle vit quand le masque tomba. « Tu n'as aucun droit, » dit Caroline, sa voix maintenant plus basse, plus dangereuse. « Tu as abandonné ces enfants. »« Je n'ai jamais rien abandonné, » répondit Véronique, et sa voix était du fer pur. « Tu as pris ce qui était à moi. Tu me les as enlevés et ensuite tu m'as accusé de les avoir abandonnés. Tu es une voleuse, Caroline. Tu as volé mes enfants et leur héritage. Tu es la seule à dire ça, » répliqua Caroline, se levantant brusquement. « Pour toute la communauté, tu es la femme qui a confié ses enfants à sa sœur et a disparu. Tu es la femme dont la fille a dû dire à l'école que sa mère l'avait abandonnée. Tu es la femme en qui personne n'a confiance. » Les mots étaient du poison. Véronique ressentit chacun d'eux comme un coup de poignard. Mais elle ne recula pas. « Les résultats du test ADN arrivent dans 11 jours, » dit Véronique calmement. « Je vais prouver que ces enfants sont les miens, et je vais te traîner en justice. » C'est alors qu'elle vit le véritable changement sur le visage de Caroline. La rage. Une haine pure, dévorante, incontrôlable. Caroline se leva si rapidement qu'elle renversa un verre. Elle s'avança vers Véronique, son doigt pointé comme une arme. « Ces enfants sont les miens !» cria Caroline. « Ce sont mes enfants. Tu as peut-être caché des cheveux ou fait n'importe quoi d'autre, mais tu ne me les enlèveras jamais. Tu comprends ? Jamais !» Sa voix résonna à travers les murs. Véronique entendit les enfants se réveiller dans une chambre à l'arrière. L'un des jumeaux pleura. « Même si ces tests prouvent que tu es la mère biologique, » continua Caroline, et sa voix était maintenant un murmure bas, plus terrifiant que le cri. « Aucun tribunal de ce pays ne donnera 2 enfants à une femme que toute la communauté sait avoir abandonné ses enfants. Personne ne te croira. Tout le monde me croira. » Le silence qui suivit fut absolu. « Je me suis occupée d'elle, » continua Caroline, et il y avait maintenant une note d'obsession dans sa voix. « Je les ai élevées. Je les ai aimées. Tu ne peux pas simplement apparaître des années plus tard et les réclamer parce que nous avons le même sang. Elles sont à moi. » Véronique sentit son cœur s'alourdir, car il y avait une logique sombre dans les mots de Caroline. Il y avait de la vérité dans certains d'entre eux. La communauté était contre elle. Une mère qui avait abandonné ses enfants. Comment un juge la verrait-il? Mais alors, Véronique sentit quelque chose d'autre qui commença dans sa poitrine. Ce n'était pas du doute. C'était de la détermination. C'était une revendication. C'était la maternité. « Elles sont nées de moi, » dit Véronique, et sa voix était calme. Elle était confiante. Ce sang est du sang. Ces visages sont mes visages. Et aucun tribunal, aucune communauté, aucun de tes mensonges ne changera cela. Caroline ouvrit la bouche pour répondre, mais Véronique se retourna et se dirigea vers la porte. « Quand ces tests arriveront, » dit Véronique, la main sur la poignée, « tu connaîtras la vérité. Et tu devras répondre de tout. » Elle sortit.
Derrière elle, elle entendit un cri de rage qui sonnait presque animal. Elle entendit quelque chose être jeté contre un mur. Elle entendit les pleurs des jumeaux s'intensifier. Mais Véronique ne s'arrêta pas. Elle marcha jusqu'à sa voiture, la tête haute. Jour 20. Le résultat. 10 jours plus tard, Véronique reçut un email. Objet. Votre test ADN est prêt. Son cœur s'arrêta. Elle était au travail quand elle le lut. Elle partit simplement. Son chef cria derrière elle, mais elle n'entendit pas. Elle n'avait qu'une chose en tête. Le laboratoire se trouvait à 20 minutes en voiture de son travail. Véronique conduisit comme en transe. Son corps était dans la voiture, mais son esprit était ailleurs. Elle pensa à sa première grossesse. À quel point elle s'était sentie vivante. Si complète. Elle pensa à la nuit où elle avait donné naissance à Lia. Puis Tund, seulement 5 minutes plus tard. Des jumeaux. Ses bébés. Elle pensa à être forcée de signer des papiers. Aux larmes. Au désespoir. Elle pensa à tout ce qu'elle avait souffert depuis ce jour. Chaque murmure. Chaque accusation. Chaque nuit solitaire. Et maintenant, après 18 ans, elle avait l'opportunité de prouver que ses enfants étaient les siens. De revendiquer sa place non seulement dans leur vie, mais dans sa propre histoire. Elle se gara devant le laboratoire. Ses poumons semblaient serrés. Elle dut prendre 2 grandes respirations pour pouvoir sortir de la voiture. La réceptionniste la connaissait maintenant. « Le résultat est là ?» demanda Véronique. « Oui, le voici », dit la réceptionniste, lui tendant une enveloppe scellée. Véronique la prit. Ses doigts tremblaient. Elle se retourna, sans dire un mot de plus, et retourna à sa voiture. Elle entra, ferma la porte. Ses mains étaient sur le volant, mais elle ne conduisit pas. Dans son rétroviseur, elle vit la femme qu'elle était. 18 ans de souffrance inscrits sur son visage. 18 ans de séparation. 18 ans d'humiliation. Et maintenant, elle tenait la vérité entre ses mains. Elle regarda la simple enveloppe blanche. Trop simple pour quelque chose qui allait tout changer. Elle prit une profonde inspiration et commença à l'ouvrir. Mais ce que Véronique vit dans cette enveloppe n'était pas seulement une confirmation. Ce n'était pas seulement la vérité qu'elle s'attendait à trouver. C'était quelque chose de beaucoup plus dévastateur. Quelque chose qui allait tout changer, non seulement pour Véronique, mais pour toute sa famille. La vérité contenue dans ces résultats n'était pas la vérité que personne n'avait anticipée. Et elle serait suffisante pour détruire la vie de tous. L'enveloppe était là, entre les mains tremblantes de Véronique. Le silence dans la pièce était absolu. On n'entendait même pas la respiration des personnes présentes. Juste le son du papier qui s'ouvrait, millimètre par millimètre, comme si l'univers lui-même retenait son souffle. Les yeux de Véronique parcoururent le document. 1 fois, 2 fois, 3 fois, comme si les mots changeaient de sens à chaque lecture. Correspondance maternelle avec Véronique, 99,9%. Les larmes coulèrent. Ce n'étaient pas des larmes de joie. C'étaient des larmes de confirmation de quelque chose qu'elle avait toujours su au fond de son âme. C'étaient ses enfants, les siens. Mais alors ses yeux rencontrèrent la ligne suivante, et le monde s'arrêta. Correspondance paternelle. Marqueur ADN compatible avec Mathieu Okafor. Probabilité de paternité, 99,8%. Le papier glissa des mains de Véronique comme s'il brûlait. Mathieu n'était pas seulement l'oncle des jumeaux, il était le père. La pièce tourna. Les murs semblaient se refermer. Véronique avait besoin d'air. Elle avait besoin d'explications. Elle avait besoin de quelque chose qui rende cela cohérent, rationnel, possible. Et puis, comme un éclair de mémoire traversant le brouillard de 5 ans, tout lui revint. Cette nuit-là, le dîner de famille, juste après le diagnostic d'infertilité, quand Véronique était encore blessée, vulnérable, désespérée. Mathieu s'était approché d'elle dans la cuisine alors qu'elle pleurait discrètement. « Laisse-moi te préparer quelque chose pour te détendre », avait-il dit, lui offrant une boisson. Son visage était doux, protecteur, familier, elle but. Puis, la sensation de vertige. La chambre d'amis. Des fragments confus. Une présence. Des touches. Des murmures qu'elle ne parvenait pas à comprendre complètement. Une douleur étrange, confusion, et puis rien. Elle se réveilla seule, échevelée, les vêtements en désordre, se sentant étrangement vide. Elle avait supposé qu'elle s'était endormie, qu'elle avait fait un cauchemar. Mathieu était parti tôt de la maison ce jour-là. Véronique n'avait jamais fait le lien. Elle n'avait jamais permis à cette nuit incohérente de prendre une forme claire dans son esprit. Parce que croire cela signifierait accepter une horreur trop profonde à traiter. Mais l'ADN ne ment pas. L'ADN dit toujours la vérité. Ses genoux cédèrent. Elle tomba sur la chaise comme une poupée de chiffon, serrant le document contre sa poitrine. Ses mains tremblaient de manière incontrôlable. Sa respiration était haletante. Zoya courut l'embrasser. « Véronique, ma chérie, nous sommes là. » Mais Véronique ne pouvait pas entendre. Son corps faisait semblant d'être vivant, mais son esprit était parti ailleurs. Vers cette nuit-là. Vers toutes les nuits suivantes où elle avait dormi à côté de Caroline, la sœur qui l'avait trahie.
vers chaque matin où elle s'était réveillée sans ses enfants, vers chaque mensonge auquel elle avait cru. La première chose que Véronique fit fut de chercher Mathieu. Il travaillait dans son atelier, réparant des pièces de moteur quand elle arriva, le document toujours à la main. Son visage changea quand il la vit, comme s'il savait déjà, comme s'il avait attendu ce jour depuis 5 ans. « Tu savais, dit Véronique. Ce n'était pas une question. » Mathieu lâcha ses outils. Ses mains tombèrent. « Véronique. »« Dis la vérité, grogna-t-elle, sa voix tremblante d'une fureur qu'elle n'avait jamais ressentie de toute sa vie. « Dis tout. » Et il confessa. Il confessa que Caroline était venue le voir avec un plan. Un plan qui semblait parfait dans son désespoir. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Véronique le pouvait. Pourquoi ne pas utiliser Véronique? Pourquoi ne pas utiliser l'infertilité de Caroline comme solution à la stérilité de Véronique? 2 problèmes résolus par une seule solution. Elle était désespérée, dit Mathieu, des larmes coulant sur son visage. Elle a dit que c'était le seul moyen de sauver notre mariage, le seul moyen de préserver sa dignité. Que si la communauté savait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, ce serait une honte. Que tu serais béni avec des jumeaux et que nous serions bénis avec des enfants. Que tout le monde y gagnerait. « Tu m'as violée, dit Véronique, les mots sortant comme du verre brisé. J'étais ivre. Elle m'a fait boire. Elle t'a fait boire aussi. Elle a tout orchestré. Et après j'ai voulu tout nier. Faire comme si ça n'était jamais arrivé. Elle a dit qu'elle ne le dirait jamais. Que personne n'aurait besoin de savoir. Que tu aurais tes enfants. Que nous aurions nos enfants. Et que ce serait comme si ça n'était jamais arrivé. » Mathieu tomba à genoux. Mais quand tu es tombée enceinte, elle a eu peur. Elle a réalisé que tu étais trop forte. Que tu n'abandonnerais jamais tes enfants volontairement. Alors elle a inventé le mensonge de son infertilité. L'histoire que tu avais demandé de lui donner les bébés. Elle a falsifié des documents. Elle a tout manipulé. Les pièces s'assemblèrent enfin. Caroline n'avait pas seulement forcé Véronique à donner ses enfants. Elle s'était assurée que Véronique les donne pour des raisons fabriquées. Elle avait construit un récit qui faisait de Véronique la méchante, la femme stérile qui avait égoïstement demandé de l'aide. Elle avait transformé le crime en charité. Le viol en une solution familiale bénigne. Elle avait construit une prison psychologique si parfaite que Véronique avait passé 5 ans à croire qu'elle avait fait la bonne chose. La fureur qui explosa en Véronique n'était pas comme les larmes. Ce n'était pas comme la confusion ou le désespoir. C'était quelque chose de beaucoup plus froid, de beaucoup plus aiguisé. C'était le feu de la vérité, entrant en collision avec 5 ans d'obscurité. C'était la détermination d'une femme qui n'avait absolument rien à perdre. Elle quitta l'atelier de Mathieu sans dire un mot de plus. Non pas parce qu'elle avait perdu la parole, mais parce qu'elle avait dit tout ce qu'elle avait à dire. C'était ses enfants, son sang, sa chair, son ADN. Et aucun mensonge soigneusement construit, aucune manipulation élaborée, aucun faux récit ne changerait ce fait biologique irréfutable. Véronique se rendit directement au bureau d'un avocat, puis chez Zoya. Et quand elle raconta à sa tante tout ce qu'elle avait découvert, non seulement sur les enfants, non seulement sur Mathieu, mais sur tout le plan, toute l'orchestration, la manipulation absolue de Caroline, même Zoya, qui avait survécu à des décennies dans un monde qui n'était pas sûr pour les femmes, prit une profonde inspiration. « Elle t'a forcé à donner tes propres enfants, » dit Zoya lentement. « Tout en me faisant croire que c'était ma faute, » répondit Véronique. Zoya saisit le téléphone. « Il est temps de convoquer les magistrats. Toute la communauté doit entendre cela. Et cette fois, dit-elle, sa voix calme mais mortelle, nous n'allons pas laisser cela mourir dans des murmures. Nous allons l'exposer à la lumière du soleil, la plus éclatante possible. » Les appels furent passés. Les magistrats furent contactés. Mathieu, malgré tout, accepta de témoigner. L'avocat de Véronique prépara les documents. L'ADN ne mentait pas. Les signatures falsifiées pouvaient être prouvées fausses. Le récit entier s'effondrerait comme un château de sable lorsque la vérité serait révélée. Une réunion de famille fut convoquée. Les magistrats, les chefs spirituels, les voisins, tous furent appelés pour ce qui serait présenté comme la résolution d'un différend familial. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'ils étaient sur le point d'assister au démasquage le plus dévastateur que la communauté ait vu depuis une génération. Véronique se tenait debout, tenant son ADN, tenant sa vérité, tenant 5 ans de douleur transformées en armes de justice. Elle n'était plus la femme stérile qui avait crié de désespoir. Elle était une mère, une femme dont la fureur avait été aiguisée en une précision absolue. Et quand la vérité serait révélée lors de cette réunion communautaire, toute la structure de mensonges que Caroline avait soigneusement construite disparaîtrait en un seul instant. Parce que la vérité a un poids que les mensonges ne peuvent jamais supporter. Et cette vérité était sur le point de tout détruire. Segment 6. Le règlement de compte et la rédemption. Durée, 10 minutes. 50, 60, 1500 mots. Ce soir-là, plus de 50 personnes se rassemblèrent dans la grande salle communautaire. Des lumières tamisées éclairèrent les visages attentifs des magistrats,
des médiateurs, des voisins et des proches. L'air était chargé d'attente. L'affaire de Véronique serait de nouveau jugée, et cette fois, la vérité aurait l'occasion de parler. Caroline entra la première, vêtue de son plus beau costume, marchant avec l'assurance de celle qui est certaine de sa victoire. Elle se plaça devant les magistrats, son sourire confiant illuminé par les lumières. « Messieurs les magistrats, peuple de cette communauté !» commença Caroline, sa voix douce comme du miel empoisonné. « Je suis venue ici de nouveau parce que Véronique, dans son désespoir et son instabilité, tourmente à nouveau ma famille. Elle a abandonné ses enfants quand ils en avaient le plus besoin. Maintenant, voyant comme j'ai prospéré, comme j'ai élevé les jumeaux avec amour et dévouement, elle revient avec de l'envie dans le cœur, voulant détruire tout ce que j'ai construit. » Les magistrats échangèrent des regards. Certains hochèrent la tête, sympathisant avec les paroles de Caroline. La foule murmurait, et Véronique sentit son estomac se serrer. La peur revint, cette même peur qui l'avait hantée pendant 3 ans. Encore une fois, il semblait que le monde serait contre elle. Encore une fois, elle serait la perdante. Mais pas cette fois. Véronique se leva lentement, tout son corps tremblant, mais sa colonne vertébrale droite. Elle marchait non pas comme quelqu'un de vaincu, mais comme quelqu'un qui avait enfin trouvé sa propre voie. Dans ses mains, une enveloppe en papier craft. Sur sa poitrine, le poids d'une vérité qui détruirait tout ce que Caroline avait construit sur des mensonges. « Magistrat, dit Véronique, sa voix ferme et claire, je ne suis pas venue ici par envie. Je suis venue ici avec la vérité. Une vérité que Caroline a tenté de cacher pendant 3 longues années. » Elle ouvrit l'enveloppe et en sortit le résultat du test ADN. Le papier brillait sous la lumière de la lampe à huile, comme un symbole de révélation. Ce test ne confirme pas seulement que ces jumeaux sont mes enfants, des enfants qui m'ont été volés sous la menace de mort et de manipulation. Il révèle aussi bien plus. Il révèle un plan orchestré par Caroline et Mathieu pour me détruire. La foule se pencha en avant. Les magistrats se redressèrent sur leurs chaises. Le silence qui tomba était absolu. Véronique commença à tout révéler. Elle raconta comment Caroline, mue par la cupidité et la jalousie de son succès, avait monté un plan. Comment elle avait contraint Mathieu, son propre mari, à témoigner contre elle avec de fausses accusations. Comment elle avait falsifié des documents d'abandon alors qu'en réalité, Véronique avait rendu visite aux jumeaux des dizaines de fois. Documents que Caroline avait systématiquement détruits. « Ici, dit Véronique, levant un autre papier, sont les relevés téléphoniques montrant mes appels à Caroline, la suppliant de voir mes enfants. Ici, levant d'autres papiers, sont les témoins. Des voisins qui ont vu mes enfants me désigner par la fenêtre, mais Caroline m'empêchait d'entrer. Voici la vérité que Caroline a travaillé si dur pour cacher. » Le visage de Caroline perdit toute couleur. Son corps entier commença à trembler. Les magistrats se regardèrent avec une expression qui passa de la sympathie à quelque chose de beaucoup plus sombre, la colère. « Oses-tu nier ?» demanda Véronique, s'adressant directement à Caroline. « Ou diras-tu la vérité devant ce peuple, devant cette communauté que ton propre mari confirmera ?» Et alors Mathieu se leva. Il s'approcha de Caroline, les yeux fixés sur le sol, incapable de croiser son regard. Quand il parla enfin, sa voix était petite, défaite. « C'est vrai, dit Mathieu, et le poids de ces 2 mots résonna dans toute la salle. Tout est vrai. Caroline m'a obligé. Elle a menacé de quitter la maison, a menacé de m'accuser de choses pires si je n'obéissais pas. J'ai été faible. J'ai permis qu'elle détruise Véronique pour protéger ma propre vie. » Caroline commença à nier, ses mots sortant en torrent, son contrôle s'effondrant. Mais personne ne l'écoutait plus. Le masque était tombé. La femme qui se présentait comme la mère aimante des jumeaux était, en réalité, une manipulatrice et une menteuse. Les magistrats se levèrent presque à l'unisson. « C'est une abomination », dit le magistrat principal, son doigt pointé vers Caroline. « Une femme qui conspire contre la mère des enfants de son mari, qui déforme la vérité, qui manipule un enfant innocent pour ses propres gains égoïstes. Cela n'est pas toléré dans notre communauté. L'enfant appartient à sa mère », déclara un autre magistrat. Aucune loi, aucun mensonge ne peut briser le lien sacré entre une mère et son enfant. Ces enfants seront transférés à Véronique dès aujourd'hui. « Et Caroline, dit le magistrat avec autorité, vous ferez face aux conséquences de vos actions devant la loi. » La communauté entière commença à s'agiter. Les murmures devinrent des conversations. Les conversations devinrent des acclamations. Lorsque les magistrats prononcèrent finalement leur décision, la réaction fut comme un tremblement de terre. Tous les regards se détournèrent de Véronique comme de quelqu'un qui avait été condamné, et se tournèrent vers elle comme de quelqu'un qui avait été innocenté. Les jumeaux dormaient quand Véronique entra dans la chambre où ils avaient passé les 3 dernières années. Elle regarda leurs petits visages, leurs bouches légèrement ouvertes, leurs petits corps couverts par les couvertures que Caroline avait tissées. Même ces objets semblaient maintenant des miniatures de trahison. Mais quand elle les prit doucement dans ses bras, quand elle les emmena dans l'air froid de la nuit, leurs yeux s'ouvrirent lentement. « Maman ?» murmura Zénab.
sa lèvre tremblante alors qu'elle reconnaissait le visage qu'elle avait attendu de voir pendant 3 ans. « Maman !» cria Zayn, son petit corps s'agitant pour se rapprocher. Maman est revenue. Maman est revenue. Véronique ne put plus retenir ses larmes. Tout son corps tremblait tandis qu'elle serrait ses enfants contre son cœur. Ce même cœur qui avait été brisé 3 ans auparavant. Elle murmurait leur nom à plusieurs reprises, comme une prière, comme une guérison, comme la chose la plus sacrée qu'elle ait dite de toute sa vie. « Oui, mes amours, maman est là, maman ne vous quittera plus jamais. » Plus jamais. Les mois qui suivirent furent un flou de procédures légales et de réhabilitation. La garde fut formellement accordée à Véronique. Caroline fit face à des accusations de fraude, de falsification de documents et de conspiration. La dot que Mathieu avait donnée, l'héritage qu'il avait l'intention de laisser aux jumeaux, tout fut restauré et placé sur un compte spécial au nom de Zainab et Zayn, assurant leur avenir. Mathieu présenta ses excuses à Véronique personnellement. Une conversation douloureuse, mais nécessaire. Il s'éloigna de Caroline, commençant son propre chemin de rédemption. La communauté le voyait différemment maintenant, non pas comme un méchant, mais comme un homme qui avait été manipulé et qui avait finalement trouvé le courage de dire la vérité. 3 mois après cette nuit inoubliable, Véronique marchait dans le village, main dans la main avec ses enfants. La maison de ses parents était exactement comme elle s'en souvenait, mais maintenant elle était remplie des rires d'enfants. Les tantes venaient rendre visite. Les voisins apportaient des cadeaux. La communauté qui l'avait autrefois condamnée la célébrait maintenant. Tante Zola trouva Véronique dans son petit jardin, où elle plantait des fleurs avec les jumeaux. « Tu sais, » dit Zola, s'asseyant par terre à côté de sa nièce, « j'ai toujours su que la vérité finirait par éclater. Mais Véronique, le courage que tu as eu de rester debout quand le monde essayait de te faire tomber, c'est quelque chose que peu de femmes possèdent. » Véronique sourit, ses mains sales de terre, son visage resplendissant de paix. « Ce n'était pas du courage au début, » confessa Véronique. « C'était du désespoir. C'était le refus d'accepter que j'avais perdu mes enfants à cause d'un mensonge. Mais tu avais raison sur une chose, la vérité l'emporte toujours, peu importe le temps que cela prend. » Et tandis que le soleil se levait sur le village le lendemain, peignant le ciel de couleurs or et rose, Véronique marchait avec ses enfants, main dans la main, vers la maison de ses parents. Zainab montrait l'oiseau dans le ciel. Zayn fredonnait une chanson que leur mère leur avait apprise. Et Véronique, la femme qui avait été forcée de renoncer à ses enfants, qui avait enduré 3 ans de honte et de désespoir, qui avait refusé d'accepter que son histoire se termine par une défaite, elle rentrait enfin chez elle. La vérité ne l'avait pas seulement libérée, la vérité l'avait restaurée. Message final, voix du narrateur. Dans de nombreux cas, nous sommes amenés à croire que la vérité émerge rapidement, que la justice arrive facilement. Mais l'histoire de Véronique nous enseigne quelque chose de différent. Parfois, la vérité met des années à éclater. Parfois, vous devez être assez fort pour l'attendre, pour vous battre pour elle, et finalement, pour la revendiquer de votre propre main. Ce n'est pas seulement un test ADN qui a révélé la vérité. Ce fut le courage d'une mère qui a refusé de croire qu'elle avait perdu ses enfants pour toujours. Ce fut la détermination d'une femme qui a affronté la honte, le doute et la désapprobation communautaire, parce qu'elle savait, dans son cœur, qu'une vérité plus grande attendait d'être découverte. L'histoire de Véronique nous rappelle, lorsque vous êtes forcé d'abandonner ce qui vous appartient, la vérité finira par détruire les mensonges construits pour justifier ce vol. Et parfois, cette destruction est le seul chemin vers la rédemption. Si cette histoire a touché votre cœur, si vous connaissez quelqu'un qui a besoin de se souvenir que la vérité prévaut toujours, partagez. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'histoires de résilience, de rédemption et de femmes ordinaires qui découvrent une force extraordinaire quand tout est contre elles. Parce que dans un monde qui essaie de nous faire accepter l'injustice, la seule vraie révolution est le refus d'accepter un mensonge. La vérité revient toujours. Et quand elle revient, elle détruit tout ce qui reposait sur la fausseté.